Donc voilà, on est tous là à se réjouir du développement de l'escalade. Alors tous, peut-être pas, hein, peut-être que certains se réjouissent moins que d'autres. Il y a beaucoup de grimpeurs ici, il y a des équipeurs, il y a des gestionnaires de salles, il y a des gens pas très loin, j'en vois même dans les coins, qui gèrent des salles et qui équipent des voies. Donc il y a des passionnés de tous bords, des gens qui ont donné du temps aussi pour ouvrir des voies de tout niveau, voire déterrer des falaises entières. Et une fois qu'on a fait tout ça et qu'on constate que la falaise X ou Y est prise d'assaut et que ça crée des problèmes avec les riverains, ça peut créer des problèmes vis-à-vis de l'environnement, on se dit mais est-ce que c'est vraiment la panacée que notre sport, l'escalade, devienne si populaire? Évidemment, on ne va pas dire le contraire. Pourquoi? Parce que nous, on sait très bien, moi je sais très bien que l'escalade rend heureux et donc on ne va pas dire aux gens de ne pas en faire. La question, c'est comment on s'arrange. Nous tous, entre nous, pour tout simplement peut-être se partager le temps ou se partager l'espace. Mais ça, on va en parler avec les spécialistes ici présents. Je précise que ce n'est pas de la bière, c'est de l'eau. Alors, on a Gilles à côté de moi. Tu vas te présenter, comme ça c'est plus simple. Et ensuite... Oui, donc... ouais. Gilles Rotillon... c'est difficile en même temps que... Ouais. Donc je m'appelle Gilles Rotillon, je suis un grimpeur, un alpiniste depuis 57 ans maintenant, et je suis membre de la FSGT qui a œuvré pas mal justement pour la démocratisation de l'escalade, en étant notamment la fédération qui a équipé la première falaise au monde de façon sportive, c'est-à-dire avec des pitons suffisamment proches pour tous les niveaux de pratique. Les voies commençaient au 2e degré, et il y en avait pour tous les goûts. Et ce modèle-là, il a été évidemment généralisé après partout dans la planète, mais je crois qu'on peut dire qu'on a été les premiers à faire ce type d'équipement général pour l'ensemble d'une falaise donnée. Et c'est ce modèle qui a, à mon avis, conduit à la généralisation et à la massification de la pratique. Donc évidemment, la question qu'a posée Jocelyn est tout à fait pertinente. Est-ce qu'il fallait le faire ? Oui, bonjour Jean-Claude Grand. Oui, on l'a fait. Bon. Les représentants des fédérations, mesdames et voilà, messieurs. Donc Jean-Claude Grand, président du comité départemental des Bouches-du-Rhône de la FFME, et qui est en charge le fameux déconventionnement, entre autres, conventionnement qui a amené aussi beaucoup de monde. Le déconventionnement, heureusement, ne chasse pas forcément le monde là-dessus, et peut amener ponctuellement, effectivement, des problèmes de surfréquentation que l'on connaît bien aussi au niveau du massif des Calanques dans le parc national, mais qui n'est pas uniquement dû aux grimpeurs. Bonsoir à tous. Didier Angonin, conseiller technique national escalade à la Fédération française des clubs alpins de montagne, et fédération pour laquelle l'accès au site de pratique et la pratique en milieu naturel est au centre de ses préoccupations. Je ne me suis pas présenté, Jocelyn Chavy, rédacteur en chef d'Alpine Mag, alpinemag.fr, média en ligne, montagne, escalade, aventure. On voit tout de suite déjà avec au moins 2 de nos participants qu'on ne va pas forcément scinder facilement la question de l'escalade et de la fréquentation des falaises avec finalement la fréquentation des sites naturels au sens large. Déjà parce que quand on parle d'accès, qu'on fasse de l'escalade, de la marche à pied, du VTT, du parapente, on va dans des milieux fragiles, on va dans des espaces dont les gestionnaires gèrent ou pas la fréquentation. Et donc de toute façon, finalement, tout de suite, on voit dans ce débat qu'on aura la question de la gestion des falaises, mais de manière plus générale, de la fréquentation et l'accès au milieu naturel, qui va donc au-delà de l'escalade. On va peut-être s'intéresser finalement déjà, dans un premier temps, aux causes, ou on va dire aux phénomènes qui conduisent à cette surfréquentation. Est-ce que vraiment il y a une surfréquentation importante? Est-ce que ça ne concerne pas tout simplement des falaises qui sont célèbres pour des raisons médiatiques ou tout simplement parce qu'elles sont commodes d'accès et que c'est un peu la partie émergée de l'iceberg qui nous donne l'impression qu'il y a une surfréquentation? Peut-être que c'est pas si vrai que ça. Moi j'ai une petite anecdote. L'autre jour j'ai eu la chance d'aller à Séuse et en fait on s'est retrouvé à 5-6 cordées dans le même secteur
alors que la falaise fait, je crois, on a un spécialiste de la question dans la salle, la falaise fait 4 km de long et donc on était sur 100 mètres, on était 5 cordées. Donc on va dire qu'on a créé une surfréquentation d'un secteur, on a augmenté la patine d'un secteur et tout ça, c'était finalement un épiphénomène à comparer de l'ensemble de la falaise qui était, elle, déserte. Donc on va s'intéresser à ces causes et à ces conséquences et puis dans un troisième temps, on va peut-être chercher des solutions. Parce qu'il faut bien qu'on trouve des solutions si on considère qu'il est normal, Gilles, tu me contrediras point, que tout le monde peut avoir besoin d'activité physique, ce qui sans doute a été aussi renforcé par les confinements. Oui, tu me retires un petit peu ce que je voulais commencer par dire, parce qu'effectivement, le fond de l'affaire, c'est que l'homme a besoin d'activité. Et le confinement, notamment, l'a prouvé. On a bien vu à quel point c'était problématique de se retrouver sans pouvoir faire de l'activité, quelle qu'elle soit. Alors, deuxième point, on fait ici une majorité de grimpeurs, j'imagine. On trouve ça formidable, on fait une activité qui nous passionne. Je trouve difficile l'argument de dire faut surtout pas le développer parce qu'on veut rester entre nous. Ça me paraîtrait assez incroyable qu'on puisse se préserver des secteurs quels qu'ils soient sous prétexte que ça va les abîmer s'il y a d'autres personnes qui viennent le faire. Donc la solution qui consisterait à vouloir limiter d'une façon ou d'une autre par quelque moyen que ce soit la fréquentation me paraît des solutions à rejeter absolument nécessairement. Donc du coup, le troisième point, c'est de dire que bien évidemment que plus il y aura de grimpeurs, plus il y aura de monde qui pratique de l'escalade, plus il risque d'y avoir des problèmes locaux, de patine, etc., etc. Donc là, on ne va pas rentrer pour l'instant dans les solutions, mais c'est un engrenage qui me paraît absolument impossible à éviter, sauf à dire il faut stopper le développement de l'escalade, il faut empêcher de ce développement. Bon, il y a 7,5 milliards de personnes dans le monde, il ne s'agit pas que les 7,5 milliards puissent faire de l'escalade, mais il y en a quand même au moins 3 milliards qui ne font rien. Donc il y a de la marge pour développer une activité qu'on trouve tous absolument formidable. Donc je pense qu'il faut commencer par partir de là. Ne pas se bloquer en disant il faut limiter par la quantité, quelle que soit la quantité, que ce soit le nombre de falaises, que ce soit le nombre de grimpeurs. Il faut commencer à réfléchir en disant l'activité physique est une activité fondamentale, essentielle pour l'homme et la femme, et il faut la développer au maximum. Sous toutes les formes possibles, et pas seulement de l'escalade, mais l'escalade doit en faire partie, évidemment. Donc pour moi, c'est le point de départ. Toute réflexion qui ne partirait pas de ce point de départ me paraîtrait prendre un mauvais chemin. Donc après, on va voir pour les solutions, etc. Jean-Claude, peut-être réagir, puisque effectivement, tu fais partie des gens qui, par ton action dans les Bouches-du-Rhône, continuent de développer des falaises, continuent de travailler pour leur accès, mais en l'occurrence avec une vision large du public, et donc avec l'idée, pour compenser cette histoire de fréquentation, d'aller vers plus d'offres. Mais avant de trouver les solutions, est-ce qu'on a mis trop l'accent sur le fait qu'avec le confinement et maintenant les JO, l'escalade a trop de succès? Est-ce que c'est vraiment un problème chez toi dans les Bouches-du-Rhône? Est-ce qu'il y a trop de monde en falaise? Ou est-ce qu'on se gourre un petit peu, quoi? Alors, bon, j'ai l'avantage et l'inconvénient de pratiquer l'escalade depuis fort longtemps. Je dirais plutôt que c'est un inconvénient. C'est pour ça. Je dirais que finalement, ce problème de surfréquentation, est-ce qu'il y a vraiment un problème de surfréquentation? Je dirais qu'effectivement, le nombre de grimpeurs a beaucoup évolué au cours de ces 20-30 dernières années, au fil du temps. Le nombre de falaises a lui aussi beaucoup évolué, nombreux. On se souvient, au début des années 70, moi j'habitais Saint-Étienne. Quand tu descendais grimper, tu voulais grimper dans le sud, et ben tu t'arrêtais soit à Buis-Baronnie, à l'époque, ou tu continuais jusqu'à dans les Calanques, et tu pouvais t'arrêter à la limite à Sainte-Victoire, quoi. Mais ça s'arrêtait là. Maintenant, entre Saint-Étienne et Marseille, regardez un peu tout ce qui s'est développé. Donc, je dirais qu'il y a une offre qui est conséquente. Donc, c'est peut-être un problème aussi de répartition. Donc c'est un problème de répartition géographique et c'est un problème peut-être de promotion. Parce que finalement, on va tous un peu aux mêmes endroits en fonction des modes et des époques et peut-être des influences. Ouais, dans un précédent débat, il y a, vers 14h, je citais quelques exemples de surfréquentation. Comme je disais, Cite-les-nous. Mauriès. Mauriès. Voilà, il y a eu Bioux et Mauriès à l'époque, ce que je connais, au moins que j'ai vécu. Au début des années 80, c'est équipé Mauriès. Voilà.
Une belle dalle plantée dans un pré, et certainement connaissent. À l'époque, il n'y avait pas l'Internet. Il n'y avait rien. Mais il y avait une revue qui s'appelait Alpirando, c'était dans ses premiers numéros, et elle sort une pleine page où on voit des gens qui assurent depuis leurs 2 chevaux sur la falaise. Imaginez que le week-end d'après, même si à l'époque il y avait 5 fois moins de grimpeurs, la falaise était bondée, avec des gens qui passent à travers les propriétés privées, et 2 semaines après, la falaise était fermée. Voilà. Donc on peut dire qu'à l'époque, il y avait aussi un problème de surfréquentation dans certains domaines. On a connu Bioux qui a été fermé aussi pendant un petit moment. Et de là a été mis en place ce fameux conventionnement, comme quoi tout a un lien. Voilà. Actuellement, on déconventionne. On pourrait se dire que déconventionner, peut-être que ça aurait tendance à diminuer la population. Non, j'y crois pas. Donc là-dessus, je pense qu'il y a un problème de répartition. Et puis, il est vrai que les réseaux sociaux, là-dessus, ont facilité l'accès à des falaises qui étaient inconnues, mais ont accentué aussi l'effet de surpopulation sur d'autres. Et je vois par exemple dans le Vaucluse, ils ouvrent un petit secteur, ça passe sur Facebook, le week-end d'après, il y a quelques cordées. Si dans les Bouches-du-Rhône, on a le malheur d'ouvrir un petit secteur, le week-end d'après, c'est des dizaines de cordées. Donc tu fais quoi? Tu fais de la rétention d'informations? Tu fais quoi? Comment tu fais justement pour que ces secteurs nouveaux ne soient pas patinés en une année, on va dire? On habitue les riverains à voir le monde. C'est-à-dire qu'au début, on ne signale pas que la falaise est ouverte, c'est du bouche à oreille. Il y a des falaises qui ont été ouvertes, elles ne sont pas encore sur les topos. Et depuis 10 ans, elles ne sont pas sur les topos. Et il y a toujours eu du monde. Et il y a même arrivé à y avoir beaucoup de monde parce que c'était des falaises faciles d'accès. Mais au moins, on évite au début de faire une information. Ça reste du bouche à oreille. Mais aussi pour une raison de sécurité. Parce qu'une falaise qui vient d'être équipée présente toujours plus de risques qu'une vieille falaise. Parce qu'il y a des pierres qui tombent. Et elle n'est pas assainie. Même si je pense qu'il y a des limites dans l'assainissement des falaises là-dessus. Donc, on fait en quelque sorte qu'il y ait une montée en charge progressive au niveau de cette falaise. Et aussi une connaissance des autres secteurs de façon qu'il y ait cette fameuse répartition. Après, on parlera un peu plus tard des calanques. En l'occurrence, sur la répartition, on a par exemple dernièrement vu la sortie d'un nouveau topo dans le Vercors. Et quelque part, on peut imaginer que la surfréquentation de certaines falaises puisse être diminuée par le fait que la connaissance de nouvelles falaises de ce secteur-là soit diffusée au plus grand nombre via un topo fait par des locaux et qui, entre guillemets, dévoile des spots que des locaux connaissent par cœur, mais que les gens qui habitent à Lyon, à Bourg-en-Bresse ou ailleurs ne connaissent pas forcément. Et donc, au lieu d'aller se garer pour aller grimper à Tinadal ou à Pierrot Beach, ils vont aller dans des nouveaux secteurs. Et donc, on va dire qu'on va répartir tout ça. Maintenant, je me retourne à nouveau vers vous, les spécialistes. Est-ce que tous les gens qui sont en salle et qui sont des nouveaux publics vont pas participer à cette surfréquentation des falaises à court terme, quoi? Peut-être que le représentant de la FFCAM pourrait dire un mot. Moi, j'ai une chose à dire par rapport à ça, mais comme il n'a pas parlé, on pourrait peut-être avoir son avis. Tout à fait. Avant de revenir en fait sur... alors savoir si... ces nouveaux, ce qu'on appelle les nouveaux pratiquants qu'on retrouve dans les salles privées, s'ils vont devenir aussi les nouveaux pratiquants des sites naturels d'escalade et du coup provoquer une surfréquentation. Je voudrais dire que, bon, ça a déjà été dit tout à l'heure, mais la surfréquentation, elle est pas partout. Hein. Moi, je viens de Savoie, c'est plutôt l'inverse. Il y a de moins en moins de monde en falaise. Il y a de plus en plus de salles privées, par contre, qui se développent. Et ben, par exemple, pour répondre en partie, en tout cas, il faudra peut-être attendre quelques années, mais sur l'effet de 3 années, on va dire, ça ne s'est pas vérifié du tout. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 salles privées qui sont même 4 dans le département. Il n'y a pas eu plus de monde en falaise. Pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, simplement qu'il faut absolument poursuivre tout ce qu'on peut pour qu'il y ait du monde en falaise, que ce serait un crime de dire non, bah si, à un moment donné, il va falloir, quand c'est plus possible, c'est plus possible. On parlait tout à l'heure de Céuse. Moi, ça m'est arrivé régulièrement d'être à Céuse l'été entre le secteur biographie et le secteur Berlin. Bah, je regrette quand on est obligé d'enjamber les gens, d'enjamber les sacs, d'enjamber les chiens, les ci, les ça. Bon, on peut dire que ça devient problématique. Et pour revenir à ce que tu disais aussi tout à l'heure, que tu parlais de Céuse, la complexité, c'est d'identifier, et là on parlera après des solutions,
c'est juste pourquoi on a toujours l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Il n'y a pas forcément beaucoup de monde, mais au pied de la falaise, il y a juste la place pour circuler une personne. On peut pas donc forcément, s'il y avait un grand champ devant, comme à Mouriès ou comme à Ablon, on ne le verra pas. On dirait il n'y a pas de surfréquentation. Bon, c'est dû à la caractéristique du site. Il y a plusieurs causes à ça. On en a parlé tout à l'heure. Il y a des causes qui sont conjoncturelles, dues à des phénomènes de mode. Alors les phénomènes de mode, c'est un nouveau site, c'est je dirais la présence de stars. Avant, moi j'ai connu l'époque où les plus forts grimpeurs se cachaient quand ils allaient grimper presque. Maintenant c'est l'inverse, c'est-à-dire que dès qu'il y a un très fort grimpeur qui se déplace quelque part, tout le monde le sait, tout le monde y va. Donc en plus maintenant il y a des gens qui vont pas forcément pour grimper, pour voir ceux qui grimpent, pour faire partie du truc. Donc moi ça m'est arrivé plein de fois de me retrouver dans une configuration où il y a une personne qui grimpe et 20 au pied qui regardent, qui grimpent pas. Ça, avant il y avait moins ça. Il y a aussi comment dire quand je dis conjoncturel, par rapport à des situations comme on a connues, en espérant que ça ne se renouvelle pas, mais la tendance me montre le contraire pour l'instant, avec la pandémie, quand il y a eu la fermeture des salles privées, enfin des salles, des SAE. Là, par contre, même nous en Savoie, on a vu qu'il y a eu ce phénomène où tout le monde se retrouvait au même endroit, le même week-end, etc. Puis après, il y a les causes chroniques qui sont soit dans les situations très touristiques, ou alors par rapport à un déficit d'offres, par rapport à un bassin de population. Donc voilà. Alors après, je ne sais pas si on parle maintenant des problématiques, des solutions. Les problématiques, elles sont multiples. Moi, la première que je vois, c'est... elles sont multiples dans le sens où elles touchent différentes personnes. Alors, d'un côté, elles touchent les grimpeurs, nous-mêmes, d'un point de vue de la sécurité. C'est-à-dire que... l'inattention qui est provoquée par tout ce monde qu'il y a quand on assure, on est tout le temps perturbé. En fait, il faut être hyper concentré pour ne pas se laisser influencer par le monde qui est autour. Donc ça, c'est une première problématique de sécurité. La deuxième, c'est le matériel d'équipement, notamment les maillons rapides ou peu importe le système de descente au relais. En fait, s'il y a énormément de personnes qui grimpent dans les mêmes voies, forcément, ça use beaucoup plus et beaucoup plus vite le matériel. Il y a des problématiques évidentes liées à l'environnement, la faune, la flore, qui sont liées aussi au parking, au chemin d'accès, à la gestion des déchets, à l'entente avec les autres utilisateurs, il ne faut pas oublier. Et puis surtout, parce que quand on enlève les problèmes de sécurité que je viens d'évoquer, finalement, cette problématique, elle touche plus l'environnement au sens large. Tout ce qu'il y a autour de la falaise. Quand je parlais des parkings, des chemins d'accès, des propriétaires, des mairies, des autres utilisateurs, des promeneurs, des chasseurs, etc. Voilà. Donc... en fait, on allait y venir. Le titre aussi de la conférence, c'est « Est-ce que cette surfréquentation, c'est une menace à la liberté de grimper ?» Si c'est une menace à la liberté de grimper, c'est d'abord parce qu'on ne grimpe pas chez soi, qu'on grimpe chez quelqu'un ou chez quelqu'un qui a la charge de cet espace et que cette surfréquentation entraîne mécaniquement des problèmes d'accès, des problèmes de salubrité, etc., mais aussi qu'elle pose des questions face aux propriétaires et aux gestionnaires d'espace. Et avec la potentielle accident, les problèmes qu'on a vus à propos de la gestion et du déconventionnement des falaises. Juste après, du reconventionnement de celle-ci. Quand tu dis que c'est une menace de liberté de grimper, moi je dirais autre chose. Je dirais que c'est forcément ce qu'elle va amener, cette surfréquentation, c'est un changement obligatoire d'abord de comportement des grimpeurs et donc d'éducation par rapport à la pratique. Ça, c'est clair, net et précis. Tant qu'on continuera à aller sur un parking, on voit que c'est plein, on se dit j'y vais quand même, je me gare sur la pelouse du proprio à côté, et je vais là où il y a plein de monde. Bon, ben voilà. Et ça, l'éducation, c'est l'éducation. On peut... Alors, soit après, on fixe des règles. Pour ça que je disais, il va bien falloir à un moment donné faire quelque chose. Ça passe par l'éducation, ou soit à l'extrême. Parce que pour limiter, si on veut éviter la surfréquentation, il va falloir limiter le nombre de personnes. Ça, c'est mathématique. Donc, pour limiter le nombre de personnes, après, soit on le limite sous forme de je vais aller à l'extrême, de comptage
au pied de la falaise, peut-être faudra payer, peut-être, j'en sais rien, mais et je dis pas qu'il faut aller vers ça. Mais si on ne se régule pas, nous, tout seuls, peut-être qu'on sera obligé d'arriver des systèmes comme aux États-Unis avec des parcs et il faudra réserver pour y aller. Voilà. Oui, alors, bon, tout à l'heure, j'ai dit qu'il ne fallait pas prendre comme principe au départ de limiter d'une façon ou d'une autre l'accès à l'activité. Et je ne vois pas quel bon argument on pourrait donner pour justifier une restriction quelle qu'elle soit, dans la mesure où nous, on continue à pratiquer. Donc c'était ça mon argument. Donc du coup, il faut se poser la question, effectivement, tout le monde sait très bien que la surfréquentation, c'est pas bon pour des tas de raisons. Les raisons notamment de sécurité qui viennent d'être évoquées, mais qui ne sont pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est effectivement la surfréquentation en tant que telle. Alors est-ce qu'on peut la réguler d'une façon autoritaire par un moyen de contrôle quel qu'il soit, que ce soit l'argent, que ce soit le permis, etc., etc. Bon, personnellement, je suis contre sur le principe. 2, je pense que c'était totalement irréaliste parce qu'il n'y a pas les moyens, tout simplement. Il n'y a pas une institution quelle qu'elle soit qui a le pouvoir de faire ça et de l'inventer. Prenez l'assurance automobile qui est obligatoire. Tout le monde devrait avoir une assurance. Il y a un corps de police dont c'est une des fonctions de vérifier que les gens ont des assurances. Il y a quand même des milliers de personnes qui roulent sans assurance. Et pourtant, il y a des fonctionnaires qui sont payés pour le vérifier. Donc, transposer ça dans le domaine de l'escalade, qui n'est pas du ressort de la puissance publique, c'est totalement impensable qu'on puisse avoir un corps de contrôleurs, quel qu'il soit, qui se vérifie et qui fasse la police à un moment donné en disant « Non, stop, on a atteint le quota de grimpeurs, retournez-vous ». Du coup, évidemment, si on va essayer d'aller tout de suite aux solutions, la solution fondamentale, alors appelons ça l'éducation si on veut, c'est la conscience du grimpeur. J'arrive, je vois que toutes les voies sont occupées, j'y vais pas, je retourne, je cherche une autre falaise. Mais on voit bien que le fond du problème, c'est pas réglé, par exemple, en augmentant le nombre de falaises si on pense que l'escalade doit continuer à se développer. À un moment donné, il n'y aura plus assez de falaises pour continuer. C'est pas le problème, donc c'est pas une question de nombre de falaises, c'est une question de la part des grimpeurs, de gérer leur accès aux falaises et la façon dont ils se comportent dans les falaises. Alors prenez un autre exemple. Il y a un vrai problème beaucoup plus important que l'escalade qui s'appelle le changement climatique. Le changement climatique, il est lié à des milliards de comportements qui nous concernent tous. On prend notre bagnole ou pas pour aller faire des courses, on décide de garder le chauffage un peu plus haut etc. Ou on a un système d'énergie qui n'est pas optimisé, etc., etc. Bon, des milliards de comportements qui à la fin entraîne un changement climatique. On voit bien que c'est extrêmement compliqué comme problème de coordination et que pour l'instant les émissions elles continuent à croître. Donc l'éducation, c'est pas seulement la leçon de morale ou même la démonstration entre guillemets scientifique d'une conséquences négatives de comportements visiblement qui ont des conséquences négatives qui suffiront. Il faut entendre ce qu'on appelle éducation. Et donc pour ce qui est de l'escalade, c'est bien évident que la grande majorité des gens, ils sont nulle part, ils sont pas dans les clubs, ils sont pas dans les institutions. Donc du coup, ils achètent un peu de matériel, ils se rencardent avec un copain et ils vont dans des falaises et ils consultent Internet et autres et ils voient qu'il y a une falaise qui a l'air super bien équipée, donc qui donne envie d'y aller et puis ils y vont. Et il y a effectivement une sous-organisation complète de l'activité. À mon avis, c'est ça qu'il faut arriver à renforcer. C'est-à-dire arriver à renforcer de la part des institutions l'ensemble de la coordination des grimpeurs qui sont tout isolés les uns des autres, qui ne se coordonnent justement pas et dont la conséquence fait une surfréquentation mauvaise. À mon avis, la surfréquentation, il faut la dispatcher, bien évidemment. Il faut arriver à étaler l'escalade sur des falaises où il y a beaucoup moins de monde et le grimpeur qui serait un grimpeur autonome, qui serait capable de gérer son activité et qui ne subirait pas des messages de mode ou d'un site quelconque sur Internet qui lui recommande tel secteur, eh bien, naturellement, justement, après tout un processus d'apprentissage que personnellement, je pense on peut trouver que dans les clubs, il aurait les moyens personnels de gérer sa propre activité de façon en intégrant les conséquences négatives de son comportement qui, effectivement, entraînent ces conséquences négatives. Donc moi, je pense que oui, l'éducation, si on l'entend effectivement comme une prise de conscience collective par un système lui-même fédératif de clubs, de donner aux grimpeurs les moyens de juger des conséquences de son comportement s'il continue à le faire exactement dans le sens où il est en train de le faire, qui là est vraiment négatif. Mais pas en limitant l'escalade, pas en disant arrêtez de grimper sinon on n'y arrivera pas. Non, au contraire, continuons à grimper, mais
expliquons que l'escalade, c'est pas une ou deux falaises, c'est plein d'autres falaises et que s'il y a trop de monde dans un endroit, il faut aller dans un autre. Merci. On a la chance avec Jean-Claude d'avoir un spécialiste de la question des calanques. Il était prévu qu'on parle des calanques et on va en parler tout simplement parce que si on regarde un petit peu les chiffres de fréquentation globale, donc on va pas dire des chiffres concernant la fréquentation des falaises, mais la fréquentation du parc, on comprend pourquoi des décisions qu'on peut juger peut-être radicales vont être prises et on peut essayer d'expliquer en quoi on peut être d'accord ou pas avec ça. Grosso modo, le parc, il n'est pas très ancien. Hein. Tout le monde, en tout cas à cette table, je pense, grimpait bien avant l'arrivée du parc dans les Calanques. C'est un massif historique pour l'escalade. En 2019, le parc connaît environ une fréquentation de 2 millions de visiteurs et est passé post-confinement à 3 millions. Donc ça vous donne une idée. On se dit tous que la solution pour la surfréquentation en escalade, c'est de mettre des falaises loin. Eh ben, ça suffit pas. Parce que quand on a des falaises loin du parking, je veux dire, ça suffit pas. Parce que quand on prend même l'exemple, en l'occurrence, dans les calanques de Sugiton, Sugiton est une calanque. On a des morceaux de falaises un peu autour où on grimpe. Il y a la Candelle pas loin, etc. Il y a 40 minutes de marche, un peu plus, un peu moins. Il y a 2000 personnes jour sur certaines périodes. Cette situation a entraîné des problèmes graves. Et on va dire qu'à un moment donné, on comprend qu'on est bien, nous, je dis nous, vous, grimpeurs, embringués dans un système de fréquentation des sites naturels qui dépasse seulement la question de l'escalade. Le problème, c'est que, par exemple, pour le parc, en tout cas, le choix a été fait d'expérimenter un système de quotas à l'américaine dès l'année prochaine, où vous aurez... eux n'appellent pas ça des quotas, hein, ils appellent ça des contingentements. C'est un projet de réglementation, mais qui aura vraiment une expérimentation dont on peut quand même craindre qu'elle soit multipliée dans d'autres endroits et qu'elle entre guillemets, nuise à la possibilité de fréquentation. Qu'on soit grimpeur ou qu'on soit simplement marcheur, il faudra quand même quelque part un permis. Alors, est-ce que c'est grave, Jean-Claude? Est-ce qu'il y a des solutions pour que, entre guillemets, les grimpeurs, et particulièrement aussi les grimpeurs locaux, qui sont le public aussi numéro 1, qui fréquentent toute l'année les calanques, comment ça va se passer? Et est-ce que finalement, peut-être, on a, avec Didier et Gilles, parlé d'éducation comme potentielle solution à la surfréquentation? Est-ce que c'est pas là qu'il faut aller plutôt que vers les quotas du parc? Ouais, vaste débat. Alors, là, cette surfréquentation, et dans les calanques, on parle non pas de surfréquentation, mais d'hyperfréquentation, pour dire. Mais cette surfréquentation qui est vécue dans les falaises, je dirais, c'est peut-être plus du ressenti que rien d'autre. Effectivement, je vais à Bioux ponctuellement, je vais sur les nouveaux secteurs qui ont été équipés, il y a plein de monde. Est-ce que sur l'ensemble de la falaise, il y a forcément une surfréquentation? Voilà. Donc, il faut relativiser. Par contre, pour ce qui est des calanques, on a des chiffres. Et ces chiffres, ils veulent dire qu'actuellement, il y a toujours du monde dans les calanques. Pour les anciens que nous sommes quelques-uns, on connaissait en semaine, on ne voyait pratiquement personne dans les calanques. Maintenant, il y a toujours du monde dans les calanques. On ne va plus dans les calanques le week-end parce qu'il y a trop de monde. Donc, il y a vraiment problème de surfréquentation. Si on regarde la calanque d'Envaux, qui est quand même maintenant à entre 1h15 et 1h30 de marche, l'été, il y a autant de monde que sur les plages du Prado à Marseille. Mais les grimpeurs sont une minorité de ceux qui fréquentent ces lieux. Tout à fait. C'est-à-dire que les grimpeurs, à la limite, comme je dis au parc, mais nous les grimpeurs, finalement, l'équilibre écologique du massif des Calanques, on ne le perturbe pas trop par rapport à la masse qu'il y a. Voilà. Mais on fait partie quand même de cette masse. Et c'est l'ensemble de ces petites masses qui fréquentent, qui fait cette hyper-fréquentation. Donc, pendant longtemps, j'ai eu du mal à me positionner par rapport au parc national des Calanques. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Généralement, je ne suis pas trop soupe au lait, c'est-à-dire je suis plutôt pour ou contre. Mais là, malheureusement, j'ai toujours eu du mal à me positionner. Après, quand j'ai vu l'évolution, je me suis dit, putain, c'est une connerie cette histoire de parc national. Voilà. Et au vu de ce qui se passe, au vu de l'hyperfréquentation, je me dis que finalement, devant ce bordel, peut-être que c'est bien qu'il y ait un parc pour essayer de mettre en place une régulation. Parce que si on restait dans le système ancien, où finalement, plus ou moins,
tout le monde faisait ce qu'il voulait, ça serait une véritable catastrophe. Parce qu'actuellement, dans les Calanques, parc national, c'est une catastrophe. En plus, souvent on parle des Calanques et du parc national. Comme j'aime à leur rappeler, et ça leur fait pas trop plaisir, je rappellerai qu'avant qu'il y avait le parc national, il y avait les Calanques, il y avait le massif de Soubirane, plus communément appelé Canaille. Voilà. Mais c'est ça où les gens vont. Le parc national n'est qu'un établissement public. Ça reste qu'un établissement public, hein, le parc national. Oui, mais qui a autorité sur mais qui a la gestion de l'espace. Voilà, et qui a quand et qui a décidé de mettre une règle coercitive dès l'année prochaine sur certains secteurs. Voilà, et qui a beaucoup de pouvoir. Après, c'est facile d'être coercitif avec les grimpeurs. Très facile d'être coercitif. Vous prenez un pauvre malheureux grimpeur qui a le malheur d'équiper une petite falaise en zone périurbaine, parce que le parc national, et c'est un des rares, il arrive pratiquement pas loin du centre de Marseille. Et qu'est-ce qui lui arrive à l'équipeur qui met des spits en zone périurbaine? Il passe devant le juge, tout de suite. C'est considéré comme une construction, donc il passe devant le juge. Généralement, il est COP, il a obligation de déséquiper. Il a une amende et il doit faire ce que j'appelle une journée de rééducation écologique. On a connu des pays où on faisait de la rééducation mentale. Nous, on a mis en place la rééducation écologique. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe. Et pourtant, le gars, il avait équipé un petit bout de falaise qui est à 300-400 mètres des zones de non-droit de la ville de Marseille. Même si, soi-disant, il n'y a pas des zones de non-droit. Voilà. Non, mais pour citer l'exemple. Donc, ils disent qu'ils vont mettre des règles. Bon, j'attends de voir. Et effectivement, il y a des problèmes de surpopulation et d'hyperfréquentation au niveau des calanques d'Envaux, de Sugiton, de Sormiou. Voilà. Donc leur idée, c'est de mettre en quelque sorte un pass. Alors ce ne sera pas un pass sanitaire. Hein. Ce sera un permis nominatif. Voilà, la mise en place d'une mesure expérimentale de contingentement plafonnant le nombre de visiteurs autorisés à fréquenter la calanque. La question, c'est qu'on n'a pas encore le nombre. Hein. Ils ne sont pas décidés sur le nombre qui sera fixé, ce qui sera entre 150 et 400 personnes jour. En plus, quand on lit la délibération, entre guillemets, qui a été passée au niveau du conseil d'administration du parc, on se rend compte que ça doit concerner uniquement la zone côtière, c'est-à-dire la zone en bordure de mer, pratiquement les plages. Donc le grimpeur qui grimpe à la paroi de toit, à l'aiguille de Sugiton, est-il concerné? Ils appellent ça les zones balnéaires. Il n'est pas forcément concerné, mais comment on peut savoir que le gars qui part depuis Lumini, la zone d'entrée, s'il va au bord de l'eau ou s'il va promener au pied des falaises qui ne sont pas. Donc ça va être quelque chose de très, très dur à mettre. Maintenant, avec toute cette évolution technologique qu'il y a, hein, on arrivera à faire des choses par le suivi des citoyens. C'est évident. Mais je pense que là, on touche autre chose. Mais il est vrai qu'on ne peut pas reprocher non plus au parc national, parce qu'il faut que je dise, d'essayer de faire quelque chose, parce qu'on a vraiment un problème d'hyperfréquentation. Et ça va devenir un désastre. Ça va devenir un désastre. Alors, ce qu'on ne sait pas, certains se retourneraient dans la tombe, Gaston Rébuffat, Livano se retourneraient dans leur tombe. Il y a des caméras qui ont été installées. Quand vous descendez en haut, il y a une caméra sous le belvédère. On ne l'a pas dit, on n'a pas fait de photo, on n'a pas, parce qu'elle serait vite détériorée. Et à quoi sert cette caméra? Elle sert soi-disant à faire du comptage. Mais ça permet de voir ce qui se passe. Et il y en a une autre sur Sormiou. Donc, quand je me souviens une fois avoir fait passer une petite image sympathique et humoristique qui était qu'on voyait un parc national entouré de barbelés avec des systèmes de vigie et des marchands de frites à l'entrée. Je ne dirais pas qu'on en est là, mais on a une évolution, mais on est loin et on est très près de Samuel. Oui, mais alors justement, le problème de la surfréquentation, pourquoi effectivement il y a de la surfréquentation de ce point de vue-là? Et d'ailleurs, on quitte un peu le sujet, parce que ce n'est pas tellement les grimpeurs, ce qu'a dit Jean-Claude, c'est l'ensemble de la population qui fréquente les calanques et qui, pour une grande part, ne sont pas des grimpeurs. Pourquoi ils font ça? Tout simplement parce qu'ils ont un besoin d'activité qui n'est pas ici de l'escalade, qui est de la rando, qui est de la dégustation de paysages, etc. Et pourquoi ils ont besoin de ce type d'activité? Parce que la vie citadine de travail est de plus en plus dure. Et donc, il y a une nécessité un peu de chercher des soupapes de sûreté
qui font que, évidemment, comme tout le monde travaille à peu près dans les mêmes heures, se trouve aussi libre dans les mêmes heures, et donc il y a des fixations dans des endroits qui servent finalement justement de soupape de sécurité. La réalité, si on avait une organisation sociale qui prenne en compte sur la construction des humains l'effet précisément de l'ensemble des activités qui doivent assumer, en l'occurrence par exemple le travail, alors c'est très clair, il faut baisser le temps de travail de façon importante. Si les gens travaillaient moins, ils auraient beaucoup plus de temps libre et ils pourraient de cette façon-là étaler beaucoup plus facilement leur temps libre dans les activités de toute quelque nature que ce soit. Et il y aurait beaucoup moins de problèmes de surfréquentation. Dans la mesure où on a un temps contraint qui est extrêmement fort et qui n'est pas laissé à la discrétion des individus, c'est pas eux qui choisissent, ils sont obligés de travailler pour la plupart sous désordre, eh bien on a une société qui pressure les gens au travail d'un côté et qui au moment de leur temps libre font qu'ils vont se défouler là où ils peuvent et du coup on a une situation qui est satisfaisante pour personne. Évidemment pas pour la nature, mais surtout pas pour les humains. Oui, évidemment, je partage ton point de vue, je suis entièrement d'accord avec toi, sauf que là où je te rejoins pas, c'est que le changement, il ne va pas se faire là aujourd'hui, ni demain, ni dans 10 ans, ni dans voilà. Entendu ce matin à France Inter en venant à la radio, la préoccupation des sociétés au niveau mondial et des dirigeants, c'est pas de savoir si les gens sont bien dans leur peau, pratiquent des activités physiques et sportives de pleine nature, c'est la pénurie du nombre de containers pour le transport des marchandises. C'est ça la préoccupation. Ne nous égarons pas. Aujourd'hui, non mais quand on entend ça, ça met un coup de ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les solutions, il va falloir qu'on les trouve nous, qu'il va pas falloir compter sur les États, pour les trouver à notre place. Donc il va falloir qu'on s'organise, nous, entre nous, pour continuer à pouvoir pratiquer de façon la plus libre possible, ceci étant en acceptant quand même, parce qu'on est quand même, le milieu de l'escalade, j'en fais partie, donc c'est pour ça que je me permets de dire ça, on peut être des fois donneur de leçons, on est les premiers à ne pas respecter ce qu'on dit aux autres de faire. Hein. Je le prends même pour moi, hein. C'est pas l'histoire du parking. Donc du coup, il faut quand même qu'on se regarde bien en face tous, et il va falloir qu'on fasse chacun un effort de notre côté, et qu'il devienne un effort collectif pour pouvoir continuer à pratiquer. Ceci étant, dans les solutions qui peuvent être apportées, on a dit il y a l'éducation, on a dit à l'extrême, il ne faut pas arriver vers ça, mais on le voit dans les calanques, après tout, on dit oui, c'est inadmissible des parcs. Mais après, même nous, on n'a pas dit ici, et Jean-Claude ne l'a pas dit non plus. On n'a pas dit c'est inadmissible, mais c'est quand même contraignant, etc. Si tu veux bien, juste sur les quotas quand même, pour finir sur cette histoire, avant que tu évoques les solutions, c'est quand même des solutions qui sont expérimentées, non pas à titre d'expérience, mais qui sont usitées aux États-Unis, au Canada, en Malaisie. Si vous faites l'ascension du Kinabalu à Bornéo, vous avez une carte magnétique avec un numéro dessus pour tel jour. Point final. Vous irez pas le jour d'avant, le jour d'après. Hein, ok ? Les calanques, ça va être ça. Donc en fait, la question, c'est que oui, les grimpeurs sont pas nombreux. Il y a un problème de représentativité des grimpeurs, puisque les fédérations qui sont ici représentées ne représentent malgré tout que 10% à peu près du nombre de pratiquants. Donc il y a cette question-là, bien sûr. Et donc il y a la question de comment on fait pour que tous ceux aussi qui découvrent l'escalade en salle privée actuelle et qui ensuite vont en falaise se sentent peut-être un peu plus concernés que quand elles vont dans un espace qui est réglementé en intérieur par les différentes lois et règles de la République et du droit des entreprises. La question, c'est si on fait rien, on ne peut pas reprocher au parc de tenter des choses. Le problème, c'est que même la solution qui est annoncée, elle peut questionner tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, les quotas sur les endroits fréquentés aux États-Unis, dans les parcs nationaux, je précise, ça bute dans le mur tout simplement parce que dès qu'ils ouvrent la réservation, donc pour les calanques qu'ils estiment à 4 semaines avant la période, donc si c'est en mars, on pourra peut-être s'inscrire en février pour aller à Sugiton. Je laisse passer un peu le... Voilà.
Grosso modo, aux États-Unis, à l'heure actuelle, vous pouvez vous inscrire pour l'année qui vient, donc 2022, pour des tas d'endroits où vous pouvez pratiquer des activités autorisées par les parcs. En général, l'escalade en fait partie. Et la vérité, c'est que vous ne pouvez pas y aller. Parce qu'il y a trop de monde qui s'inscrit. Donc comment on fait ? Après, on fait une loterie. Donc il y a aussi des systèmes de loterie en Arizona ou ailleurs. Bon, voilà. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, fondamentalement, même si on n'est pas à la place du parc qu'on avait convié ici et qui a décliné l'invitation, c'est que concrètement, même si leur solution, elle peut avoir certains attraits, eh ben, probablement que de toute façon, ça butera contre un nombre à un moment donné. Et c'est-à-dire que si le quota, c'est de 400 personnes et que tous les jours, il y a 2000 personnes qui veulent, eh ben, il y aura de toute façon tous les jours 1600 personnes qui seront déboutées du droit de venir se balader. Voilà. Oui, mais Le risque qu'il y a là-dessus, de voir finalement une solution qui n'aboutit pas, il y a un risque aussi, on est sur un parc national. Donc à un moment donné, s'ils voient qu'il y a des zones qui sont irrécupérables, qu'ils considèrent comme des zones perdues, ils vont dire on va préserver d'autres secteurs et ces autres secteurs, ça sera des interdictions totales. Il ne faut pas oublier qu'à la création du parc, ils ont voulu mettre en place des zones de protection totale, c'est-à-dire on ne pouvait pas grimper et on ne pouvait pas randonner. C'est pour ça que s'est créée l'association des Calanques et des Hommes aussi, qui a beaucoup bagarré pour éviter qu'il y ait ces fameuses réserves intégrales. Donc s'ils voient qu'ils n'arrivent pas finalement à protéger un peu des secteurs, les secteurs d'à côté, ils vont se dire il ne faut pas qu'ils soient envahis. Donc ils vont créer des réserves intégrales. Donc le fait de ne pas arriver et de ne pas les aider finalement à trouver des solutions et à gérer ces flux, ce qui nous pend au nez, c'est des réserves intégrales avec une interdiction totale d'y pénétrer. Oui, mais enfin, moi, l'histoire du parc, pas le parc, je ne sais pas si c'est... En tout cas, c'est une solution, je ne sais pas si elle est bonne. Et en tout cas, c'est une solution, forcément, il y a sûrement des raisons plus ou moins bonnes. En fonction de où on se trouve, on peut la trouver bonne, et de l'autre côté, la trouver pas bonne. On voit que ça me faisait penser, parce que cette histoire, on dit oui, le parc, il faut réserver à l'avance, tirage au sort, etc. Mais quand on regarde un petit peu maintenant, même par exemple, je pense aux événements. Quelqu'un qui veut participer à l'UTMB, s'il n'a pas fait tant de trucs avant, il ne peut pas y aller. Et il y a aussi un tirage au sort pour participer à la Pierre Manta, ski alpinisme. C'est le même truc. En fait, on se rend compte, il y a déjà plein d'endroits où c'est du tirage. Les gens, ils sont plus libres d'aller comme ils veulent. Bon. Non, mais là, tu parles d'événements qui sont quand même des événements privés en plus, hein, oui, non, mais... qui sont réservés à une élite. Hein, non, mais ce que je veux dire, c'est que là où je voulais en venir, c'est que ce phénomène-là, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Il y avait de la place, toujours. Il y a quand même un mouvement, il y a un phénomène, il y a un truc. La pratique des activités de pleine nature, elle a un engouement, en tout cas en France. Mais moi, pour revenir sur l'escalade, ce qui m'inquiète à l'avenir, c'est pas la surfréquentation, hein. C'est la fréquentation, tout simplement. Par rapport à là, on a une conférence à 13h. S'il y en a qui étaient là, ils vont se rendre compte que le problème, c'est pas la surfréquentation, hein. C'est à l'avenir, est-ce qu'on va pouvoir continuer à grimper dehors? Donc c'est la problématique, la pratique de l'escalade. Mais Jean-Claude l'a expliqué, puisqu'effectivement, si à un moment donné ça se passe mal dans certains espaces qui sont gérés par des gens ou par des gestionnaires d'espace, effectivement, à un moment donné, la surfréquentation conduit tout simplement à l'interdiction éventuelle de grimper. Oui, mais... Et c'est bien aussi pour ça qu'on est là réunis, pour dire à un moment donné que si on ne résout pas les problèmes d'accès, les problèmes de salubrité, etc., avant tout ça, c'est ce qui fait qu'il va être possible de grimper ou pas. Donc en fait, finalement, être trop nombreux à grimper, c'est un problème dans certains coins comme les Calanques, mais ça peut être surtout un problème à énormément d'endroits où tout simplement ça pourrait créer une interdiction de grimper. Après, sur les solutions, si y a quand même une question que j'aimerais poser à Jean-Claude, à Didier aussi qui s'occupe de falaises, c'est qu'on pourrait imaginer aussi, bien sûr, Gilles, toi tu n'y crois pas, tu l'as dit, c'est avoir plus de falaises ou équiper plus de falaises. On peut toujours équiper plus de falaises, mais entre guillemets, c'est sûr que le rocher, par définition, il est fini, hein, on ne pourra pas augmenter tout le temps le nombre de falaises. Et on voit par contre que, pour prendre encore l'exemple du parc, là on est coincé parce qu'on n'a pas le droit d'équiper de nouvelles falaises et il y a trop de monde qui se concentre dans des secteurs. Peut-être qu'à un moment donné, l'action générale des gens qui croient en ce sport, qui croient en l'escalade, c'est peut-être aussi d'agir pour qu'on puisse ouvrir l'escalade au public qui arrive, ce qui veut aussi dire, Jean-Claude et Didier, ouvrir des falaises
accessibles. C'est-à-dire aussi ouvrir dans des niveaux, on va dire, entre 5C et 6B, qui sont les niveaux où, par définition, il y a beaucoup de fréquentation et qui sont des niveaux où il y a beaucoup de patines dans les secteurs et les voies historiques. Non, mais ça, évidemment, et si c'était aussi simple, ce serait trop beau. Bien sûr, et tout le monde voudra aller vers ça. La problématique aujourd'hui, c'est pas l'équipement, c'est qui assume la responsabilité de l'équipement. Et l'assume d'un point de vue assurantiel. Et je prends l'exemple, et évidemment, on se rend compte aujourd'hui que si, pour arriver vers ça, de toute façon, c'est une action collective. C'est-à-dire que ça pourra plus se faire chacun dans son coin, équipe son truc dans son coin, même de manière individuelle, ou au niveau d'un club, d'un comité. Non, c'est au niveau d'un territoire, et tous les acteurs du territoire. Moi, je prends l'exemple de la Savoie. Le conseil départemental de la Savoie se contrefout de la pratique de l'escalade sur le territoire de la Savoie, de savoir si c'est bien, pas bien. Eux, ils ont vu qu'il y a un intérêt touristique évidemment majeur avec la pratique du ski, enfin de toutes les activités de neige. Le reste, ça ne compte pas. Et donc, si eux, par exemple, ils disent, nous, on tire notre... On ne peut pas. Si on est tout seul, on se dit, ah ben là, il y a tel site. Par exemple, aujourd'hui, ce qu'il faut avoir à l'esprit, même s'il y a, à l'initiative d'un club, il découvre une falaise où il dit, oh bah tiens, là, il pourrait y avoir 100 voies, dans l'idéal, entre 5A et puis 7A. Ce serait super, ouais. Mais presque, tu vas me dire si je dis faux, tu peux plus personne va y aller équipé comme ça tout seul. C'est plus possible. Ça, c'est pas une solution. Elle n'existe plus, cette solution. Alors, je sais jamais si je parle en tant que présidente du comité ou en tant que Jean-Claude Grand. Vas-y. En tant que Jean-Claude Grand, moi j'ai tendance à fermer les yeux sur ceux qui vont essayer d'exploiter une falaise, quitte à prendre le risque de se faire virer. Voilà. T'as bien dit, quitte à prendre le risque de se faire virer. Voilà. Parce que l'histoire nous a prouvé qu'il y a beaucoup d'endroits, si on avait demandé l'autorisation... Alors ça, vous ne le direz pas que j'ai dit ça, hein. Non, on est entre nous, voilà. Personne n'écoute. Il y a quand même beaucoup d'endroits et de falaises qu'on a équipées que si on avait commencé à demander l'autorisation, on l'attendrait encore. Et ça, c'est malheureux à dire, mais c'était le cas. Sauf qu'on est d'accord que maintenant, vous devez bien avoir des autorisations après coup, à minima. Voilà. Donc les affaires... Et après, on a régularisé les situations. Voilà. Et ça a marché, les conventions nous aidant. Maintenant, il n'y a plus des conventions. Donc, effectivement, c'est plus compliqué et ça demande d'avoir l'autorisation du propriétaire. Il y a quelques secteurs encore qui se développent dans d'autres départements où il y a un peu moins de monde et ça se fait à l'abri du regard. La problématique, c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux aussi, dès que vous faites quelque part quelque chose, ça se sait. Mais parce qu'il y a le randonneur local, il y a le chasseur local qui dit, tiens, on a vu des gens équipés et tout le monde finit par le savoir. Donc équiper une falaise sans trop se faire remarquer, ça devient compliqué. Et puis réglementairement et juridiquement, ça ne se fait pas, donc vous ne devez pas le faire. Voilà. Mais pour terminer, juste pour terminer là-dessus, on a des possibilités encore de négociation avec les communes. Parce qu'il y a des secteurs où il y a des communes qui sont intéressées, d'autres qui ne le sont pas, Il est vrai que il parle de la Savoie, dans les Bouches-du-Rhône, on a aussi un conseil départemental qui s'en fout royalement. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, il n'a pas besoin de l'argent, il a à peine besoin de l'argent des touristes, alors déjà des sports de plein air. Pour équilibrer, il faudrait dire qu'en Isère, ils s'en foutent moins. L'Isère, ils s'en foutent moins, et puis ils ont un côté quand même, il y a un côté historique. L'Isère a toujours été très marqué aussi par ce côté historique. En fait, l'Isère, le département, vient d'accepter de reprendre une partie des conventions qui ont été, comme vous le savez, dénoncées par la FFME et va assumer quelque part la responsabilité des falaises comme gardien de la chose. On ne va pas refaire tout ce qui a été dit dans les conférences précédentes, mais grosso modo, va assumer le risque assurantiel de tous ces pratiquants qui vont dans des falaises. Pourquoi le département de l'Isère fait ça ? C'est a priori, déjà d'une part, c'est considéré maintenant que le public grimpe est suffisamment vaste et divers pour être soutenu.
C'est se souvenir que y a une action forte faite vers les jeunes et vers les scolaires et qu'à un moment donné, les projets jeunes et scolaires, il faut quand même de temps en temps les sortir des gymnases pour qu'ils aillent un peu goûter la nature. Et puis bien sûr, troisième volet, il y a le volet touristique qui consiste à ensuite afficher cette destination, un département, comme étant riche de falaises dans lesquelles on a donc le droit de grimper. On a donc cette liberté de grimper. Là, sur quand même, je sais plus, plus de 100 sites. Il y a 60 sites dans le topo fédéral, enfin qui est en 2 tomes, et il y a déjà 20 falaises qui ont été reconventionnées. Ça implique de la part des pouvoirs publics de s'intéresser aux problèmes de fréquentation et notamment de mettre en place des systèmes de comptage. Ça a été fait à Saint-Égrève, c'est fait ailleurs. On met un capteur qui compte le nombre de passages. Alors c'est sûr qu'il y a des promeneurs, mais bon, globalement, c'est quand même fait pour compter les grimpeurs, mais c'est pas une caméra. Donc pour moi, ça fait quand même une grosse différence. Et à partir du moment où ils se sont aperçus qu'il y avait 15 000 personnes qui venaient grimper à Saint-Égrève chaque année, ils se sont dit que oui, il fallait probablement contacter tous les propriétaires, reprendre ces conventions pour finalement gérer par l'autorité et les pouvoirs publics ces problèmes liés à la fréquentation que sont tout simplement les accès d'une part et l'aspect juridique d'autre part. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi finalement une prise de conscience par le travail des fédérations et par des acteurs du milieu, de faire prendre conscience aux autorités de l'importance de l'escalade. Et c'est à ce moment-là, finalement, que les choses vont dans le bon sens et vont dans le sens d'un rassemblement pour aussi gérer cette histoire de fréquentation avant que ce soit de la surfréquentation. Est-ce que par rapport à ça, vous voyez des pistes? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit que tout le monde n'était pas licencié, que ce serait bien de l'être, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait en fait? On peut pas dire, on peut pas mettre des quotas dans toutes les falaises de France, on ne va pas faire ça, donc qu'est-ce qu'on fait? Non mais après, il y a des solutions, il peut y en avoir. Alors bien sûr, moi je suis persuadé qu'elles ne peuvent être que le fruit d'une réflexion collective et d'un élan collectif au niveau d'un territoire. Ça ne va pas être le club tout seul, la mairie toute seule, la Comcom toute seule, l'office du tourisme, c'est un ensemble. Ensuite, elles peuvent être assez simples, je dirais, quand il s'agit peut-être simplement d'aménager, de prévoir un aménagement autour de la falaise, sur la falaise, les chemins d'accès un peu plus grands, des toilettes sèches, le parking plus grand. Voilà, et si tout le monde... Mais là, moi, où je suis toujours un petit peu craintif, ça peut être possible que si les mairies, les communautés de communes, localement, ont conscience de l'importance, alors soit d'un point de vue économique lié au tourisme et de l'escalade, de la pratique de l'escalade sur leur territoire, soit aux consciences de l'intérêt des pratiques, des sports de pleine nature sur le territoire pour, comme on le disait, le bien-être, etc. Mais s'il n'y a pas ça, personne n'a les moyens de prendre ça à sa charge et de le financer. De toute façon, j'allais dire ça, c'est simple. Soit ça passe par ça, soit on en a la formation, l'éducation des pratiquants, ça on en a déjà parlé, donc on ne va pas revenir là-dessus. Et puis après, voilà, et sinon on ne va pas revenir non plus sur les parcs. Bon, je voudrais revenir un petit peu dans ce qui vient d'être dit. Là, je partage une certaine chose, la nécessité de faire des actions coordonnées entre différentes instances, que ce soit les pratiquants, les fédérations, les territoires, à travers les élus, etc. etc. Et je voudrais illustrer ça par l'exemple de Fontainebleau, parce qu'il n'y a pas que la falaise. Fontainebleau, tout le monde connaît Fontainebleau. C'est une forêt qui, il y a 20 ans, 30 ans, j'avais écrit un bouquin avec un copain où on disait que c'était le bois de Vincennes de l'an 2000, Fontainebleau. C'est-à-dire que tant qu'on entassait les gens dans une région comme la région parisienne où il y avait des millions de personnes qui venaient, ils avaient un besoin de nature fondamental et qu'on ne pouvait pas gérer ce besoin de nature par l'interdiction d'aller notamment à Fontainebleau qui était le plus grand poumon forestier de l'Île-de-France. Donc il fallait préserver ça. Fontainebleau, pour l'escalade, c'est une petite partie de l'activité, évidemment,
Mais il y a une gestion de l'escalade qui se fait en partie avec l'ONF, en partie par les grimpeurs. Il y a des réfections de pistes, il y a de nettoyage, etc. Bon, il y a un travail collectif global. Il y a une information qui est faite par les journaux, par des sites comme Blo Info, par exemple, qui vous donnent toutes les nouveautés qu'il peut y avoir, les nouveaux secteurs, etc., etc. Bref, il y a une espèce d'information globale qui circule sur Fontainebleau du point de vue de l'escalade. Mais ça ne suffit pas. Par exemple, les problèmes de parking ne sont pas du ressort des grimpeurs. Il y a un gros problème de parking à Fontainebleau. Il y a des endroits où on peut garer 3 voitures. Et même quand on peut en garer 50 ou 100, comme à Noisy-le-Sec, par exemple, eh bien, c'est très vite saturé le samedi et le dimanche. Et les bagnoles, elles s'étalent sur la route pendant 1 kilomètre de chaque côté du parking. Et les gendarmes, ils viennent mettre des prunes. Les parkings, c'est du ressort des collectivités. Ce n'est pas les grimpeurs qui peuvent les financer, bien évidemment. Et il n'y a pas que les parkings. Il y a tout un tas d'autres aménagements qui sont nécessaires, des panneaux d'information, des sentiers entretenus, etc., qui permettraient de réguler l'afflux des visiteurs de la forêt de Fontainebleau. Mais le problème, ce n'est pas d'interdire cet accès, c'est au contraire de l'organiser de façon la plus intelligente possible, en se donnant des moyens dont certains doivent être financés collectivement par la puissance publique, parce que c'est un bien public. Et le bien public, il faut le réguler du point de vue d'un accès libre. Si on commence par le réguler du point de vue d'un accès contrôlé, d'abord ça coûte cher parce qu'il faut il ne suffit pas d'ailleurs de contrôler. Il faut que si les contrôles se révèlent négatifs, il faut qu'il y ait des moyens de pression. Parce que sinon, si c'est juste attention, il ne faut pas recommencer, ça ne sert évidemment pas. Donc, il faut en plus des sanctions qui soient suffisamment dissuasives pour empêcher. Donc une gestion administrative de tout ça qui est totalement irréaliste du point de vue des moyens que ça suppose. Donc il ne faut pas espérer réguler quoi que ce soit de ce point de vue-là. C'est pour ça que je pense qu'il faut aller dans le sens d'une collectivisation la plus coordonnée possible de tous ceux qui ont un intérêt au développement de la forêt de Fontainebleau, mais il n'y a pas que la forêt, n'importe quelle falaise, comme un bien public dont la première priorité c'est d'être accessible au public. Sinon, ce n'est pas un bien public, c'est un bien qui devient un bien de club ou un bien privé, qui est une problématique complètement différente. Oui, mais c'est bien la problématique, c'est que ce n'est pas des biens publics. Hein. Bien sûr que si, c'est des biens publics. Non, mais une falaise, elle a un propriétaire, il fait ce qu'il veut sur sa propriété. Du point de vue du bien, une fois que la falaise est disponible, vu qu'elle est en accès libre, c'est... Ah, mais pour y accéder, mais pour l'aménager, par contre, c'est pas public. Hein. Non, là on parle philosophiquement de l'idée d'un bien commun dont on aurait tous s'occuper. Je pense que Gilles a mis le doigt aussi sur la question, au-delà des parkings, de la gestion tout simplement des transports et des accès. J'aurais voulu donner la parole à Laurent Girousse, qui est parmi nous, qui est guide de haute montagne et qui peur à Céuse, et qui nous explique un peu en 2-3 mots, ce qui s'est passé, comment finalement on est passé d'un gros problème à une atténuation des problèmes. Non, je me trompe ? Merci. D'abord, il y a plein de choses qui m'interpellent sur ce que vous dites. C'est que je pense qu'on peut différencier 2 choses énormément. C'est la problématique qu'on va avoir au niveau des grimpeurs et la problématique qu'on voit au niveau de la fréquentation et de la surfréquentation et d'une problématique qui va y avoir localement. C'est-à-dire que, par exemple, sur ce que tu dis, Didier, au pied de Céuse, quand on n'arrive pas à se déplacer, il y a déjà un comportement des grimpeurs qui a changé, a évolué, et surtout à se rendre compte qu'en fait, quand on se retrouve à 50, 100 au secteur 2001, on est nombreux et qu'il ne faut peut-être pas mettre de musique, respecter tout le monde. Il y a vraiment un comportement individuel qui doit évoluer et changer. Ensuite, moi j'ai la double étiquette à Céus, je suis grimpeur, équipeur et je suis riverain. Et la problématique qu'on a eue à Céus, ça a été les camions. On a vraiment eu une problématique importante à ce niveau-là, où il y avait des mecs qui squattaient de partout, et c'est devenu vraiment une catastrophe. Et moi, en tant que riverain, et je suis le plus proche de la falaise, j'ai ma maison qui est la plus proche de la falaise, j'avais une gêne qui était quand même, pas importante, mais c'était quand même assez gênant. Aujourd'hui, il y a la commune de Sigoyer qui a aménagé une aire de bivouac, une aire de camping, avec une maison de la montagne, pour essayer de drainer un petit peu plus les grimpeurs. Alors aujourd'hui, on en est dans les balbutiements de cette solution et on espère tous qu'elle va évoluer. J'essaye d'un petit peu bosser avec la mairie pour trouver des solutions. Mais moi, je suis persuadé que la solution de la surfréquentation
au-delà de la patine, qui finalement est une problématique intra-grimpeurs, si ça se patine, il n'y a que les grimpeurs qui seront embêtés par ça. Mais par contre, la solution, elle vient vraiment d'un comportement individuel. Chacun doit se rendre compte que y a quelqu'un à côté. Aujourd'hui, c'est clair qu'à Séuse, sur une certaine période, il y a un peu la queue dans les voies, mais à côté de ça, il y a des secteurs qui sont pas fréquentés ou peu fréquentés. On prend les secteurs de droite, la Grande Face, etc. Il y a énormément moins de monde. Mais le grimpeur, il veut aller à Séuse en étant à côté du secteur biographie. Ce que tu disais, Didier, tu as entièrement raison. On va grimper à Séuse, mais on va aussi jeter un coup d'œil quand Ghisolfi fait des CC dans bibliographie. Mais par contre, au pied des falaises, au niveau de la surfréquentation, il y a vraiment des efforts, et je pense que vous, les fédérations, dans la formation des grimpeurs, et peut-être aujourd'hui les salles d'escalade, ont aussi un rôle là-dedans, parce que quelque part ou les médias, bien sûr, mais les salles d'escalade, où aujourd'hui énormément de monde passe par la salle d'escalade pour s'initier à l'escalade, au moment où ils vont lâcher les fauves, peut-être qu'il faudra que ces gens-là aient une forme d'éducation et se rendre compte qu'en fait, ils ne sont pas seuls en falaise et qu'il commence à y avoir du monde. Après, des falaises à équiper, très honnêtement, il y a de la place encore. Hein. Je pense qu'il y a moyen d'en équiper encore quelques-unes. Réaction, messieurs. Un message d'espoir, hein. Il y a plein de falaises encore, c'est bon. Moi, On est rassurés. juste par rapport au rôle des salles privées, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, hein, la conférence là, sur le déconventionnement. Ce serait effectivement, il faudrait qu'ils aillent vers ça. Mais malheureusement, moi, connaissant un petit peu le milieu, pas tout le monde, hein, puis il ne faut pas généraliser, mais pour certains gérants de salles, c'est le cadet de leurs soucis, quoi. La pratique en milieu naturel, mais c'est le cadet de leurs soucis. Eux, c'est pas ça. On imagine bien ce qu'ils ont à l'esprit, hein, ces gens-là. Donc, et comment dire, il n'y a pas de problème, c'est pas une critique, c'est comme ça, c'est chacun son métier, je dirais. Même on parle des médias, les médias à un moment donné, s'ils peuvent faire du buzz, on va dire, pendant tout l'été sur les personnes qui tapent des essais à Séuse dans bibliographie tel jour à telle heure et allez-y, il y aura du spectacle, ils vont le faire aussi, ils vont pas s'en gêner, ils vont pas dire non, on va essayer on va se calmer avec ça, on va pas dire parce que sinon il va y avoir du monde, donc du coup Pas Alpine Mag en tout cas. comment Pas nous. non mais voilà, c'est pareil pour les salles, hein, pas tout le monde, mais certains, voilà, ceux qui suivent un peu les réseaux sociaux, ils voient bien hein, comment se fait l'actualité, pour certains en tout cas. Donc du coup, mais je suis d'accord avec toi, le rôle, et ça, j'ai un petit peu peur, je ne sais pas comment on pourrait faire avec les dirigeants des salles privées pour influencer par rapport à ça, ou sur d'autres problématiques. En tout cas, ça concerne, on va dire, la formation ou l'information des gens, on va dire l'éducation au sens large. L'éducation, c'est pas un gros mot, hein, voilà, au contraire. Et moi, je me demandais aussi s'il y avait d'autres solutions pérennes. On pense aussi qu'on est un petit pays avec beaucoup de monde et beaucoup d'attraits, des grimpeurs qui viennent d'autres pays, qui viennent chez nous. Ils ont bien raison. Le tourisme, c'est un atout. Le truc, c'est qu'à un moment donné, soit on partage l'espace, soit on partage le temps. Est-ce qu'il faut faire des limitations dans le temps ? Est-ce que ça peut être une solution ? C'est-à-dire qu'on dit... J'en sais rien. Qui aurait imaginé il y a 20 ans que les chiffres pairs des voitures aient le droit de circuler et pas les chiffres impairs ? On aurait dit c'est idiot. Bon, pourtant ça se fait maintenant dans les grandes villes. On pourrait imaginer qu'une falaise, c'est déjà le cas pour partager l'espace et protéger l'environnement. On partage le temps, et on se retrouve avec des interdictions sur printemps, début d'été. Est-ce que ça serait des solutions, à votre avis ? Pour le coup des bagnoles, ça se fait au Mexique depuis au moins 30 ou 40 ans. Et les gens, ils ont 2 bagnoles immatriculées pair et impair. Hein. Donc, c'est pas du tout la solution. Le génie humain, ils sont capables de s'adapter très vite pour tourner une réglementation quelle qu'elle soit. Donc, je pense pas qu'on puisse espérer trouver quelque chose de ce point de vue-là. Alors, les comportements individuels, pour revenir là-dessus, effectivement, c'est très important. Je pense que vous avez tous... je veux pas jeter l'opprobre sur une nationalité, mais... Les Allemands, globalement, tout ce que je connais dans les falaises, il y en a beaucoup, ils ont tendance à bloquer les voies pour eux. Ils mettent une corde et ça défile, et la voie n'est plus accessible même quand ils ne grimpent pas.
Ils attendent, ah ben je me repose. Et donc, évidemment, ça crée forcément de la surfréquentation ailleurs, puisqu'il y a 5-6 voies qui sont bloquées par des cordes en place qui attendent que le gars se décide à grimper. Bon, ce genre de comportement, il faut évidemment le proscrire. Il faudrait expliquer aux grimpeurs que, alors nous, ça nous arrive, on tire la corde, mais ça peut déboucher sur, pas forcément de la bagarre, mais en tout cas des échanges verbaux qui ne sont pas toujours emplis d'aménité. Hein. Autre exemple du même tabac, bon, moi, ça fait 57 ans que je grimpe toutes les semaines à Fontainebleau. C'est mon jardin, Fontainebleau. J'ai vu l'évolution du massif avec la magnésie. C'est une horreur. Objectivement, la magnésie, dans les prises, en particulier des inversées qui ne voient jamais la pluie, etc., les prises ont changé. Elles ne sont plus du tout de la même qualité, elles sont difficilement tenables, donc ça augmente beaucoup la difficulté du bloc, évidemment. Et il faudrait proscrire la magnésie à Fontainebleau. Or, la magnésie, on voit bien, il suffit de regarder la moindre compétition de bloc, les grimpeurs, ils ne peuvent pas faire un mouvement sans mettre 4 fois la main dans le sac. Et la grande majorité des grimpeurs qui arrivent à l'escalade par ce biais-là, par les salles, etc., la magnésie, ils ont l'impression qu'ils ne pourraient pas s'en passer. C'est impossible de grimper sans magnésie. On a mis des pancartes sur des rochers, on a scellé des petites pancartes en disant n'utilisez pas la magnésie, on a fait passer des messages, etc. Peine perdue, peine perdue. Ils sont arrachés, ça dure une semaine. Et quand on en discute avec les grimpeurs, on se fait injurier en disant oh, vous êtes un vieux crouton, c'est pas vrai d'abord. Moi j'ai vu des Espagnols au Cuvier jeter de la magnésie à 2 mains sur un rocher mouillé pour le sécher. Si on essaye de leur expliquer mais non mais ça se fait pas un truc comme ça, on se fait engueuler. Donc c'est des comportements sur lesquels évidemment il faut lutter. Et là, il y a une information et une éducation, mais c'est vachement difficile. Parce qu'il y a une telle banalisation d'une certaine forme de pratique qui se développe. Autre exemple complètement, un peu extrême. On a vu, vous savez que dans les falaises difficiles, dans les voies difficiles ou en compétition, les prises elles sont marquées par une petite craie. Parce qu'il faut que le crochetage de pied il arrive au bon endroit, etc. Bon, c'est pas du tout du à vue. Et donc, à Fontainebleau, on voit des gars arriver avec une craie dans des rochers de 3 en train de marquer tout ce qui leur paraît être une prise. Et le rocher, d'un coup, il y a 50 marques de craie qui sont totalement inutiles parce qu'en réalité, il y a 4 prises pour faire le bloc et ça suffit largement. Et puis, ces prises sont très précises et elles sont visibles. Il y a une pratique de la vulgarisation d'une forme d'escalade, là, en l'occurrence dans les médias audiovisuels, qui est tout à fait catastrophique pour la pratique de l'escalade à Fontainebleau, et qui entraîne une pollution du rocher qui n'a pas lieu d'être. Alors ça, évidemment, il faut lutter contre tout ça. Donc il y a de l'information à faire. Contre les conséquences. Oui, contre les conséquences. Et les pratiques, les gestes à ne pas faire. Ça, il ne faut pas marquer les prises, il ne faut pas utiliser la magnésie, il faut se brosser les pieds. À Fontainebleau, il faut un tapis. Parce que les gens, ils grimpent avec du sable sous la semelle quand ils ont mal essuyé leur godasse et ça abîme le rocher. Et petit à petit, moi j'ai vu le rocher se dégrader dans les 20 dernières années de façon considérable à Fontainebleau. Alors que pendant 30 ans, on a grimpé, le rocher ne bougeait pas. Je peux témoigner concrètement de l'évolution, de la dégradation du rocher en très peu de temps. On a parlé des problèmes de parking. Finalement, c'est aussi des problèmes d'accès. Ces problèmes-là, finalement, ils sont liés, on l'a vu, à l'augmentation du nombre de visiteurs, de fréquentation des espaces naturels. Du coup, c'est quoi les solutions si c'est pas limiter le temps? Jean-Claude, toi qui prends ton bâton de pèlerin pour garder l'accès libre aux falaises de ton département en allant expliquer notre activité aux maires, aux collectivités, qu'est-ce que tu vois comme réponse quand on te dit mais là il y a trop de monde, on s'en sort pas, tu leur dis quoi? Allez dans le village d'à côté, il y a des endroits que vous ignorez. Comment tu envisages des solutions pratiques? Non, les solutions pratiques, c'est effectivement que les gens aient une bonne connaissance de tous les secteurs d'escalade. Parce que ils arrêtent de se concentrer en fait voilà, sur le secteur dont parlait. Il y a quand même, on a quand même en France la chance. Alors c'est très inégalement réparti dans le territoire, j'en conviens. Il y a certains départements, certaines zones où il y a 2 falaises, il y aura toujours du monde. Là, il ne peut rien. Mais bon, il y a beaucoup d'endroits quand même où il peut y avoir une répartition quand même par une bonne connaissance de tous ces secteurs. Donc, parce qu'à même titre que la surpopulation est amenée par les nouvelles technologies, entre autres, au-delà d'une fréquentation plus importante, les nouvelles technologies doivent nous aider aussi.
C'est-à-dire à travers avec les nouvelles technologies, on doit permettre d'avoir une meilleure connaissance des secteurs où l'on peut grimper. On doit effectivement, actuellement, quand vous voulez vous déplacer, la plupart d'entre vous prennent Waze et vous regardez où il y a les embouteillages. Donc, dans quelques temps, on aura la capacité. Il y a plusieurs projets de ce type, hein. Il y a Outdoor Vision Voilà. du gouvernement, mais qui est, on va dire, vous acceptez de confier votre sortie Strava ou autre à Outdoor Vision, qui ensuite va le traduire comme étant une activité rentrée, on va dire, dans le big data gouvernemental. Après, il faut que ça se fasse peut-être dans des conditions qui soient soft ou acceptables par le plus grand nombre. Tu vois, quand j'ai abordé ça, tu vois, j'avais pas encore bien la connaissance de ce qui était capable de faire. Mais ça permet avant de partir de chez soi de savoir si les secteurs vont être surfréquentés ou pas. Ça. Pour des problèmes purement Et pour les transports, parce que finalement, vous êtes bien placé aussi avec le parc pour savoir que les problèmes de surfréquentation, c'est des problèmes de transport. Si finalement toutes les falaises, elles sont accessibles uniquement en voiture individuelle, est-ce que c'est pas là que commence le problème aussi, peut-être? Oui, mais par exemple, au niveau... le problème de ce parc national, c'est qu'autour, il y a 2 millions d'habitants. Il faut être clair. Donc, quand il y a 2 millions d'habitants, ça amène du monde, déjà, intrinsèquement. Donc, les transports en commun, c'est très mal desservi, même si on a... Parce que les vélos, si vous avez le malheur de vélo, quand vous revenez le soir, il n'y sera plus, votre vélo. Parce qu'en plus, il est interdit de faire du VTT dans les calanques, dans la 95% du terrain des calanques. Donc, vous ne pouvez même pas dire « je m'approche au plus de la falaise en vélo ». Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il n'y a pas trop de solutions. Si on prend l'exemple du parc des Écrins, Elfrade, Nîmes, près de Madame Carl, qui est un haut lieu pour Elfrade, un haut lieu du bloc, ne sont desservis par des lignes de bus régulières. Donc c'est la même question. On se retrouve sur des routes toutes petites, avec des files de bagnoles, des tas de gens qui trouvent ça pas bien, et les gens du parc qui trouvent ça pas bien. Mais la réalité, c'est que personne va à Elfrade en vélo, en partant de la ville, hein. Donc on va dire que finalement, cette question aussi de l'accès et des transports, elle fait partie du problème. Oui, quand on parlait des États-Unis, Zion Park, ils ont résolu le problème, hein. Avant, à Zion, c'était invivable quand on voulait y rentrer en voiture. En Europe, Ordesa, donc le parc national d'Ordesa dans les Pyrénées, a complètement réglé le problème aussi, puisque un système de bus est obligatoire dans le village, pas d'Ordesa, mais de Torla, de mémoire. Et ensuite, on a une navette qui fonctionne de 6h du matin à 22h et qui coûte en plus que quelques euros. Voilà, pour aller grimper. Dans Ordesa, vous avez ce système-là. Ça fait quand même réfléchir quant aux choses qu'on pourrait faire chez nous pour limiter les conséquences. Dans la vallée de Nevache, il y a ça. Alors oui, il y a l'exemple de Nevache. Il y a une navette. Et ceci étant, c'est la même question que je posais avec les parkings. C'est du domaine de la puissance publique de donner aux gens qui pratiquent une activité les moyens de la pratiquer dans des bonnes conditions. Donc, si on veut éviter les embouteillages de bagnoles, il faut mettre des transports en commun. Mais c'est pareil aussi pour les villes, de manière générale. L'embouteillage dans les villes, la seule façon de le régler en réalité, c'est de mettre des parkings extérieurs pour que les bagnoles puissent s'arrêter, puis de mettre des transports en commun performants pour que la majorité des gens se déplacent en transport en commun. Ça suppose des investissements qui évidemment doivent être financés, et donc c'est une question de politique générale, hein. C'est pas une question qui est du tout le domaine de l'escalade. C'est quel type d'aménagement du territoire on veut, et à ce moment-là, quels sont les élus qu'on veut élire pour le mettre en place. C'est bien plus général que le problème de l'escalade, mais ça fait partie du même problème. Moi, je vais revenir dans les solutions. Quand on disait par rapport au comportement individuel, moi je pense que de toute façon la solution elle est centrale, c'est celle-ci. Que nous, en tout cas dans nos clubs, c'est ce que l'éducation que l'on fait, si on peut appeler, si c'est le bon terme, mais elle est vraiment axée là-dessus. Elle est axée là-dessus, mais elle est même centrale, c'est-à-dire qu'on parle davantage de ça, de l'environnement dans lequel on évolue, plutôt que la façon de grimper. Enfin, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc ça, c'est voilà, et c'est fondamental. Après, là où on est un petit peu, c'est paradoxal chez nous, là on est en train de dire oui, les transports en commun, les ci, les ça, les bus. Quid des topos? Parce que moi je peux prendre des exemples de plein de falaises. Non mais juste prends l'exemple de Saint-Léger-du-Ventoux, s'il y en a qui connaissent. Au début ce site a été découvert, etc. Moi j'y allais le week-end, il n'y avait pas plus de 10 cordées. 10 cordées le week-end. Il n'y avait pas de topo. Et tous les sites, c'est comme ça. À partir du moment où il y a eu un topo, la publicité de ce topo et ceux qui rédigent le topo, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'il y ait le plus de monde possible qui achète le topo.
Donc, à un moment donné, là, il y a aussi un petit peu... On a tous des contradictions ouais, de ce voilà. point de vue-là. Donc, Je vois que tu le pointes. On doit bientôt finir. Ok. J'aurais quand même voulu laisser la parole à une ou deux ou trois questions avant de clore ce débat. Est-ce que quelqu'un a une question, tout simplement? Bon, bah, si vous n'avez pas de questions... Ah, ça y est! En tant que grimpeur, moi, je trouve intéressant l'idée du comptage, c'est-à-dire d'avoir de l'information sur la fréquentation de certaines falaises et en particulier de certains secteurs. C'est vrai que si on avait accès à ça de manière plus facile, ça permettrait de mieux choisir sa falaise, choisir le secteur et le moment. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop d'infos là-dessus, sauf si on va sur place, on a la connaissance du lieu, mais est-ce qu'il y a déjà des exemples où on pourrait avoir accès à l'information sur la fréquentation, telle que vous le dites, un peu à la façon d'un Waze? Est-ce que ça existe déjà ou pas? Non, pas à ma connaissance encore. En fait, il y a deux projets. Il y a Outdoor Vision qui est animé par le gouvernement et il y a Biodiv Sport qui rassemble des fédérations, soit de sport, soit des associations de l'environnement et qui, là, pareil, cherche à savoir l'impact. Et notamment, c'est parti, par exemple, d'exemples de sentiers où on a pu voir qu'on appelle aussi des segments sur Strava et où avant, il n'y avait personne et maintenant, on peut compter, on peut savoir combien il y a de gens qui passent. Après, c'est toujours la question des données personnelles et de à quel point on va vouloir chacun participer à tout ça. Et donc, c'est la question de qui fait quoi de ces données ensuite. Voilà. Je pense que ce serait intéressant de mettre en place, si c'est anonymisé, effectivement, ça me paraîtrait intéressant. La difficulté, je ne suis pas le spécialiste du truc, mais c'est que ça doit se faire en temps réel pour que ça ait un intérêt. Ça existe déjà, par exemple, pour les conditions en cascade de glace. Mais la condition en cascade de glace, on sait qu'elle a été gravie la veille, qu'elle est en bonne condition, donc ça permet de se dire que le lendemain, grosso modo, si on est capable de voir l'effet de la météo du jour, c'est possible. Mais là, c'est en temps réel, puisqu'il faut savoir qu'à cette heure-là, il y a déjà tant de personnes sur le site. Alors, techniquement, est-ce que c'est réalisable? Quels moyens ça suppose? Je pense que oui, ça doit pouvoir se faire, mais combien ça peut coûter un système pareil, quoi? Une dernière question? Oui, bonjour. Alors, ma question, elle concernait l'accès au site sur les calanques. Et je voulais savoir quel était votre avis sur l'accès des professionnels, parce que les professionnels aussi sont confrontés à cette situation, comme tous les pratiquants. Est-ce que vous considérez qu'il doit y avoir une différence ou pas entre l'accès des moniteurs d'escalade qui vont avec leur public et le public général? Surtout dans ce projet de mettre un pass. Et est-ce que vous considérez que si ils encadrent un public particulier, ils pourraient être amenés à, eux, avoir plus de passes que des publics normaux, des pratiquants? Alors, je ne vais pas répondre parce que je veux te faire plaisir. Je vais donner l'exemple, par exemple, de cet été. Je sais pourquoi tu me poses cette question. Il faut savoir que pendant l'été, il y a la commune de Marseille qui donne des laissez-passer pour les routes de Morgeau et Sormiou, qui sont fermées pendant une grande partie de l'année, mais surtout pendant la période estivale. Et il est vrai que cette année, ils ont diminué le nombre de passes de façon non négligeable. J'avais écrit à la commune de Marseille pour signaler quand même que vis-à-vis des professionnels, ce n'était pas correct. Parce que pour moi, quand on parle actuellement d'éducation de la population, on parle des fédérations, effectivement, des bénévoles, mais je pense aussi que ça rentre dans le rôle des professionnels. Et pour moi, un professionnel qui est sur un secteur, il amène, normalement, il doit amener un peu de sérénité sur ce secteur. C'est-à-dire, s'il voit, c'est pas toujours facile avec les cons qu'on peut croiser, je vais bien le croire, mais théoriquement, s'il voit des comportements qui sont un risque, il va leur le dire. Des comportements à risque vis-à-vis de l'escalade, des comportements à risque vis-à-vis de l'environnement, des comportements à risque vis-à-vis du feu de forêt. Tu veux dire que le professionnel a un rôle qui peut tenir tous les jours, même quand il n'est pas... Tout à fait. Donc pour moi, effectivement, ils prennent une place particulière, voire privilégiée, parce que quand on parle de bonnes pratiques des usagers, eh ben, les professionnels doivent aider, et ça fait partie aussi... Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas le représentant du CREPS, mais je pense que ça fait partie aussi de leur formation,
d'aider à cette bonne pratique vis-à-vis des autres usagers. Même si je le reconnais, ce n'est pas toujours facile. Eh bien voilà, on va rester dans les temps. Je vous remercie. On remercie surtout Didier Angonin de la FFCAM, Jean-Claude Grand de la FFME et Gilles Rotillon, alpiniste, écrivain et membre de la FSGT. Merci à vous.